Allô? Allô? Message du chef de l'État à la nation sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Les réactions ne cessent de fuser de partout. Vous écouterez quelques-unes dans ce journal. 650 millions de dollars américains, c'est la hauteur des recettes générées par le commerce du tabac au Zimbabwe. La saison 2022 s'est bouclée avec une note satisfaisante. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal, l'édition vespérale de ce vendredi 4 novembre. Nous allons commencer par cette information. Contexte exceptionnel, discours aussi exceptionnel. Ce n'est pas une adresse à la nation, mais plutôt un appel à la mobilisation générale que le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé ce jeudi en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC sous la fallacieuse accusation du soutien des FARDC au FDLR. Le Rwanda, en réalité, a des velléités expansionnistes. Suivez cet extrait du discours du chef de l'État choisi par Dieudonné Boinali. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. Dans le registre des réactions, la diplomatie a échoué, a accouché d'une souris. C'est ceux qui estiment le parti politique en vol qui salue tout de même la mobilisation du chef de l'État, bien qu'elle ait arrivé de manière tardive pour cette formation politique. La solution à la situation sécuritaire de l'Est du pays ne viendra pas de l'extérieur. Seule la mobilisation de la population reste l'unique arme pour barrer la route aux ennemis de la République. Suivez Maître Rodrigue Ramazani au micro de Gisèle Malamba. Comme tout Congolais, nous avons entendu le discours du président de la République et l'appel à la mobilisation du président de la République est arrivé en retard comme une force d'intervention tardive. Le constatons, mais cependant, il a appelé les jeunes à se mobiliser, il a appelé les Congolais à être autour de notre armée. Pourtant, aujourd'hui, nous avons besoin d'une orientation pragmatique et d'une posture d'un chef d'État qui a la foi dans l'action. Nous sommes face à une situation d'agression. La position de l'envol est de dire aux Congolais de continuer à être mobilisés comme ils ont toujours été, parce que depuis le début de ces atrocités à l'Est, notre peuple est resté unanime, mobilisé comme un seul homme pour dire non à la balkanisation, non à l'occupation rwandaise à l'Est. Les discours du président de la République, une fois de plus et plus, continuent à croire que l'espoir et la libération de ce pays viendra de l'étranger. Non à l'envol, nous disons non. La solution du pays, c'est le Congo. Et nous continuons à demander à notre peuple de rester mobilisé comme un seul homme pour combattre l'ennemi. Parce que le dernier rempart aujourd'hui, la plus grande victoire que nous avons aujourd'hui, c'est l'état d'esprit de notre peuple qui n'est pas prêt à céder même un centimètre de notre territoire national. L'héritage que le Lumumba nous a légué de nous dire que le Congo ne sera pas balkanisé, je crois que ce discours sonne encore dans nos mémoires et les Congolais ne sont pas prêts à céder même un centimètre de leur territoire national. C'est la toute première victoire que nous avons et c'est l'arme la plus redoutable que la République démocratique du Congo a aujourd'hui. Toujours dans les cadres des réactions au discours du chef de l'État adressé à la nation sur cette situation sécuritaire dans l'est du pays,
Patient Louemboué, analyste politique, demande à la population de se ranger derrière les autorités du pays. Écoutons-le sur des propos recueillis par Patience Lokeke. C'est une posture que je salue comme tout Congolais conscient de l'enjeu, mais cette posture devait être depuis bien avant, puisque le chef de l'État est le garant de la Constitution. Je salue parce que nous sommes dans une situation d'urgence où ça demande la mobilisation totale de la population congolaise et surtout de la jeunesse. J'ai eu à suivre ces discours du chef de l'État. Il a plus martelé sur la mobilisation de la jeunesse. Mais je voudrais aussi savoir quels sont les moyens mis en place en termes de motivation, puisque cette jeunesse doit comprendre aussi les enjeux, connaître tout ce qui a été fait, puisque l'intervention de la jeunesse va se faire de quelle façon? Un simple soutien aux FARDC qui sont dans la ligne des fronts, ou soit une participation à l'effort de guerre, ou soit la participation dans des formations des groupes d'autodéfense. On doit définir les choses, que la jeunesse soit vraiment consciente de ce qu'elle va faire. Vous ne pouvez pas jouer un rôle sans savoir quels sont les faits que vous êtes appelés à réaliser. Mais aussi, j'en profite pour lancer un message à nos autorités, ceux qui nous dirigent, de pouvoir mobiliser. Nous devons jouer sur l'effet domino. Cette situation, c'est une situation qui doit être retentie sur tous les plans internationaux. Pourquoi pas mobiliser? D'ailleurs, on devait d'abord commencer depuis le début de cette guerre, que tous nos drapeaux, dans toutes nos missions diplomatiques à travers le monde, le drapeau congolais devait être en berne pour que le message soit vraiment ait des effets au niveau de la communauté internationale. Pourquoi pas mobiliser nos mamans partout aux quatre coins du monde, jouer le rôle que s'inspirer des mouvements féminins en Russie, des femmes qui, dans des situations assez officielles, dans des conférences aux Nations Unies, elles apparaissent pour créer les scandales, juste pour faire passer le message. On a des mamans congolaises qu'on viole à l'Est. Voilà, un invité dans ce journal, M. Dieudonné Moucha Galoucha, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes acteur de la société civile. Avec vous, nous allons justement commenter ce discours du chef de l'État adressé à la nation hier jeudi. Alors, première question. Le chef de l'État congolais a appelé à la mobilisation générale de la population pour faire face à l'insécurité du pays, à l'est du pays. Il a fait même un bilan sur son action diplomatique depuis qu'il est au pouvoir. Déjà, vous, à quoi avez-vous pensé lorsque vous avez fini, ou soit vous avez écouté le discours du chef de l'État? Bon, il faut d'abord souligner dans un premier temps que ça rentre dans ses prérogatives constitutionnelles de pouvoir s'adresser à la nation lorsque le pays est en difficulté ou à tout moment qu'il les juge nécessaires. Au regard du contexte actuel, effectivement, on s'attendait à ce qu'il puisse, comme nous l'avions d'ailleurs demandé depuis longtemps, effectivement, cette mobilisation générale de toute la population comme un seul homme face à cette guerre injuste nous imposée par les voisins. Ça, c'est sûr et certain que tout le monde s'attendait à ça. La deuxième chose également, au regard de ce que nous sommes en train de subir comme humiliation vis-à-vis du Rwanda et tout le reste de ce qu'on a comme groupe armé, nous, on s'attendait effectivement que le chef de l'État puisse déclarer d'une manière formelle l'état de guerre et non pas l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence, nous l'avions dénoncé depuis longtemps que ça n'allait pas résoudre les problèmes. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Les problèmes sont toujours au nord Kivu, en Ituri. Donc, on s'attendait à cela. Voilà donc les deux éléments pour lesquels nous nous attendions quand nous avions appris que le chef de l'État va s'adresser à la nation. Merci, M. Dieudonné Moucha Galoucha. On parle aussi de l'échec du volet, bien évidemment, diplomatique de ce conflit. L'option militaire est maintenant la seule à appliquer. Dernièrement, le contingent kenyan a eu les quitus de leur État, de leur président, William Ruto, de venir intervenir ici au Congo. Est-ce que pensez-vous que le déploiement de la force de l'Est Community africaine est une solution? Non, ce n'est pas une solution et nous l'avions dénoncé d'ailleurs. Nous pensons, je vais aller tout droit au but, nous avions demandé même que les chefs de l'État puissent renoncer à tous ces accords-là. Donc nous avons vu la mutualisation avec l'armée ougandaise, ça n'a rien apporté. On a fait venir l'armée rwandaise pour traquer les FDLR, ça n'a rien apporté. On a vu autant de forces internationales venir, ça n'a rien apporté. Et donc nous pensons que les problèmes restent congolais. Il faut pouvoir doter notre armée des moyens conséquents. Effectivement, comme il a fait l'appel au recrutement des jeunes, il faut renforcer, il faut rajeunir cette armée-là, il faut donner des moyens conséquents, il faut appliquer la loi sur la programmation militaire, il faut de bonnes politiques en ce qui concerne
non seulement la formation, les recyclages, les moyens qu'il faut donner, mais également la motivation qu'il faut faire aux militaires. Parce que si les militaires qui sont au front aujourd'hui sont bien motivés, sont bien payés, ça va stimuler à ce que les autres, à ce que les jeunes, à ce que même nous-mêmes, à ce que tout le monde puisse entrer dans l'armée, puisse en soutenir cette action militaire, puisse souscrire à cette action patriotique qui va permettre à ce que nous puissions récupérer l'espace qui est occupé par à Bunagana et ailleurs. Vous savez qu'ils sont en train de progresser. Rutshuru est déjà pris et probablement ils sont en train de vouloir cibler Goma. Et donc il est important qu'on puisse prendre tous ces éléments dans l'ensemble parce que la seule solution, nous l'avons déjà dit et nous le disons toujours, et j'en profite avec votre journal pour demander au chef de l'État de bien vouloir écouter aussi la voix de la société civile, surtout la notabilité de l'Est. Nous avions dit que les seuls sons, les seuls messages, la bonne manière de pouvoir faire fléchir Kagame, ce n'est pas le dialogue. On va aller là 10 jours au lendemain. Quand il est parti à Luanda, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Quand il est parti à Nairobi, nous avons sonné la sonnette d'alarme. Donc la seule manière, la bonne voie, si ce n'est pas la voie royale pour pouvoir endiguer cette situation, c'est la voie des armes. Et la RDC, c'est un grand pays. Nous avons nos vaillants militaires, nous avons des jeunes qu'on peut former pour qu'on puisse finalement répondre par un coup de feu, par une frappe chirurgicale pour récupérer les territoires occupés. Vous avez parlé justement de notre armée, mais notre armée-là, le chef de l'État, hier, a aussi dénoncé les traîtres militaires et civils qui sont en train de servir la cause, bien évidemment, de l'ennemi. Alors, pensez-vous qu'on va continuer dans la dénonciation ou il faut vraiment finir conformément à la loi avec tous ces traîtres-là? Et voilà, parce qu'on sait déjà que les traîtres sont là. Le président Mbosso de l'Assemblée nationale a aussi rappelé cela. Est-ce que pensez-vous qu'on ne peut pas en finir directement avec ces traîtres pour qu'on progresse? 3 éléments importants. Les traîtres existent toujours. Si vous avez suivi déjà Che Guevara à l'époque, il y a autant d'années, il avait dit que si vous avez 10 personnes, il faut prendre 9 balles pour les traîtres et 1 balle pour l'ennemi. Et donc les traîtres sont à l'intérieur. Ça ne manquera jamais depuis l'histoire existe, depuis que le monde existe. Les traîtres, il y en a, il y en aura toujours. Donc comme on est conscient qu'il y en a, il faut prendre des dispositions. Au niveau de la société civile dans l'ensemble, toutes les organisations de la société civile, pour une fois on est arrivé à faire une même voix, à faire un même front, où nous avons demandé également que le président Mbosso, il avait dit qu'il y a des traîtres, qu'il y a des députés qui sont en connivence avec l'M23. L'occasion est en or maintenant pour qu'ils puissent dénoncer, pour qu'on puisse nous donner la liste de ces députés-là, pour que finalement les Congolais sachent qu'ils sont en train de trahir la nation, qu'ils sont en train de collaborer avec l'ennemi. Et donc les traîtres, effectivement, il faut les dénoncer, il faut les sanctionner, et nous avons besoin de les savoir. Mais à côté de cela, on ne peut pas s'empêcher de ne pas fournir beaucoup d'efforts pour dire non, parce qu'il y a des traîtres, on doit croiser les bras, on ne doit pas agir. Donc nous pensons effectivement qu'il faut les sanctionner, il faut les dénoncer, et il faut plus aussi cultiver le sens de patriotisme, il faut donner un sens de nationalisme à tous les Congolais, de savoir que nous n'avons qu'une seule mère patrie, c'est la RDC. Tant que nous continuerons à collaborer avec les ennemis, tant nous continuerons à prêter les flancs aux gens qui viennent agresser notre pays, donc le pays sera en danger. Et il n'y a aucun acteur de la société civile, c'est là où je voulais aussi insister, qui peut accepter cette voie de guerre parce que ça sera un coup fatal à la démocratie. Ça sera un recul énorme à la démocratie. Nous aimerions voir qu'un chef de l'État est élu, il termine ses mandats dans la paix, on va aux élections, mais si on commence à privilégier la voie des armes pour se faire comprendre, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est à ce sujet-là que nous remercions le président de la République et nous le demandons de pouvoir travailler pour la cohésion nationale, pour la cohésion interne. Puisque tant qu'il y a des divisions en interne, tant qu'il y a le climat politique n'est pas décrispé, tant qu'il y a des remous à l'interne, tant qu'il y a ces subdivisions-là de l'opposition, de la majorité de la société civile, tout en maintenant effectivement la cohésion nationale, il est important que le président donne l'espoir, qu'il écoute les gens qu'il appelle et de l'opposition et de la majorité et créer cette cohésion, cette mise en confiance de l'ensemble de toute la population pour qu'on aille en front commun, pour qu'on puisse avoir un seul ennemi. Dès qu'on aura vaincre cet ennemi-là, nous allons rentrer en interne pour dire « Excellence, Monsieur le Président de la République, voici ce que nous vous reprochons, voici ce qu'on reproche à la classe politique de l'opposition, à la majorité, à la société civile, mais nous devons d'abord nous unir. » Et je pense
personnellement, j'y crois fermement que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une occasion en or de pouvoir unifier les Congolais, de pouvoir créer cette cohésion nationale, de pouvoir mettre l'ensemble des filles et fils de ces pays pour qu'on puisse finalement vaincre cette guerre nous imposée injustement par nos voisins. Pour qu'on puisse vaincre cette guerre nous imposée par nos voisins. C'est là votre dernier mot, monsieur Denis Mouchagaloucha. Merci d'avoir été passé à ce journal. C'est un honneur pour moi et mes salutations aux nombreux téléspectateurs de Géopolis. Merci beaucoup. Nous avançons avec l'actualité. Des avancées sécuritaires dans la province de l'Ituri. Les ambassadeurs du Canada, du Sénégal et du Pays-Bas saluent ces avancées. Ils l'ont dit au cours d'un échange avec le gouverneur de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya. Jojo Moulamba. C'est au terme d'un échange fructueux avec le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, que les ambassadeurs du Pays-Bas, du Sénégal et du Canada ont promis d'être l'interprète de la RDC auprès des instances régionales et internationales. Ils ont tout de même salué les avancées sécuritaires enregistrées en Ituri. On est sorti avec de l'espoir. On a vu quelqu'un de très engagé et qui vraiment, à travers les discussions qu'on a eues, il y a de l'espoir. Donc, il nous a expliqué en fait qu'au-delà des apparences, la violence est en train de s'estomper et que ça ne reste que dans certaines poches, notamment autour des mines. Mais d'une façon générale, les communautés ont commencé à se parler. Et ça, c'est une très très bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de narratives sur un tout petit peu la communauté internationale qui a lâché le Congo. C'est encore une fois pour vous dire non. Nous sommes vraiment préoccupés par ce qui se passe ici et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir donc pour que cette situation, on en sorte le plus rapidement possible. Ces pays partenaires de la RDC restent très engagés pour que la paix revienne effectivement dans cette partie du pays. D'avoir 3 ambassadeurs qui sont là en Ituri, ça est aussi pour montrer notre engagement en tant que communauté internationale. De tous les continents, nous sommes venus pour montrer notre engagement et de discuter avec la population, de voir comment ça va, parce que ça a duré trop longtemps. Pour rappel, des leaders communautaires du territoire des Djougou et autres coins de l'Ituri ont également noté la baisse de l'activisme de groupes armés dans leur contrée depuis près de 3 mois. On va quitter le domaine de la sécurité pour parler de l'enseignement supérieur. Grève à l'issue et le Premier ministre Sama Lukonde a reçu la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle. Le chef du gouvernement a rassuré de la suspension de la grève à ces jeunes venus lui présenter leurs desiderata pour l'avancement des choses dans ce secteur. Suivi Kalonji Kazadi, président de la représentation des étudiants congolais. Nous sortons de cette audience très joyeuse, comme vous pouvez le constater. Nous étions venus répondre à une promesse que le chef du gouvernement, M. le Premier ministre, avait faite à l'INIKIN lorsqu'il était passé visiter les travaux des Hommes. Et là, il avait reçu la demande publiquement des étudiants pour qu'ils nous reçoivent. Il avait accepté. Dieu merci, aujourd'hui, il nous a accordé l'audience. Et nous avons profité de cette audience pour lui soumettre beaucoup de questions qui gangrènent notre monde. Ce que la grève à l'INIKIN a longtemps perduré, nous n'avons pas, n'est-ce pas, oublié d'en parler. Il nous a donné des promesses rassurantes que probablement cette semaine, si ça ne dépendait que de lui, la grève allait être suspendue. Mais c'est pour très bientôt. Là, mes camarades étudiants qui vont nous lire via les médias doivent se dire certainement que nous faisons le boulot pour lequel nous avons voté. Aussi, le chef a été trop attentif à la demande par nous formulée pour les relogements toujours de cette catégorie d'étudiants de l'INIKIN. Et également, nous avons soumis au chef le problème des transacadés. Mais il nous a dit c'est plus que imminent pour que ces bus transacadémiques, promesses faites par le chef de l'État aux étudiants, puissent mettre mise plutôt en circulation le plus longtemps possible. Il met un point sur la demande des étudiants de faire partie, n'est-ce pas, de l'équipe dirigeante de cette société qui va bientôt naître. Mais aussi, nous avons soumis au chef la situation sécuritaire du pays. Nous, étudiants de la République, nous nous sommes mobilisés comme un seul homme, en tant que vrais patriotes, pour mener, n'est-ce pas, des actions. Voilà, on va quitter les SU pour parler de l'économie dans ce journal. Selon les dernières statistiques de la Banque centrale du Congo en rapport avec la production du ciment en République démocratique du Congo, la note depuis le début de cette année jusqu'à fin août, une production de 947 tonnes, un chiffre très bas
par rapport à l'année 2021 où 10 606 tonnes du ciment ont été produites. Enoch Issei. Les industries du ciment en République démocratique du Congo ont réalisé une production de 947 tonnes pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2022. C'est ce qui ressort du dernier condensé d'informations statistiques publié par la Banque centrale du Congo, BCC en sigle. La production du ciment est en baisse au cours de la période sous analyse par rapport à la même période de l'année 2021, où la production du ciment a été évaluée à hauteur de 10 606 tonnes, renseigne la même source. Il s'observe une baisse de production de l'ordre de 659 tonnes de ciment en 8 mois de l'année en cours. À en croire ces données de la Banque centrale du Congo, pour toute l'année 2021, le volume de production du ciment en République démocratique du Congo s'est établi à hauteur de 16 079 tonnes. À ce jour, le pays fait face à un déficit dans la production du ciment. Dans certaines provinces du pays, un sac de ciment se négocie jusqu'à 30 $ américains, alors que le prix à Kinshasa est autour de 15 $. Cet écart de prix est dû aux difficultés d'accès dans certains coins du pays, totalement enclavés, où il faut déployer beaucoup de moyens pour y transporter les marchandises. On va parler aussi du secteur de transport fluvial qui est encore loin de tenir ses promesses en termes de sa contribution au développement économique de la RDC, membre du bassin du Congo. Moins sont ceux qui s'intéressent au secteur. Qu'est-ce qui bloque les opérateurs économiques à se lancer à la navigation intérieure en Afrique? Tentative de réponse avec Constantin Mbandina, expert en navigation intérieure, qui répondait à Patricia Mabungu dans le cadre de l'émission Bienvenue à bord. Effectivement, vous savez, les voies d'eau en général, parce que quand je parle de voies d'eau, nous voyons les voies maritimes, les voies en eau intérieure. Le transport par voie d'eau, en général, c'est le transport le plus utilisé et le plus économique, le transport qui transporterait plus de marchandises. En parlant des voies d'eau intérieures, normalement, au niveau du bassin du Congo, le problème, je dirais, la problématique, c'est situé peut-être au niveau de l'aménagement, au niveau de l'engouement, peut-être normalement, des politiques, au niveau des politiques, peut-être pour le développement de ce bassin. Mais sinon, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites. Et le grand problème, c'est que les opérateurs ne sont pas beaucoup intéressés, peut-être parce que normalement mais la problématique, comme vous avez bien posé la question, le problème vraiment il est profond, il existe. Parce que aujourd'hui, quand on parle de la navigation, effectivement, on voit la ressource, donc on voit l'eau, et puis on voit les outils, donc les bateaux, et puis aussi normalement à côté on voit les ports. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette émission Bienvenue à bord qui sera diffusée ce dimanche à 21h sur Géopolis Télévision. Les Quinois et Quinoises souffrent toujours de l'instabilité de prix de transport dans la ville-province de Kinshasa. Depuis la structure des prix mise en place il y a plus de 5 ans, aucune décision n'a encore été prise dans ce sens. Le détail avec Edouard Funda et Patricia Mabungu. La situation des transports dans la ville-province de Kinshasa reste préoccupante. Le prix des transports en commun a pris la flambée et chaque chauffeur fixe son prix selon ses sentiments sans être inquiété. Un tronçon qui avant coûtait 500 francs congolais coûte aujourd'hui 1500 francs, soit 2000 francs. Le tronçon Limba-Gare Centrale, fixé avant à 1300 francs à bord d'un taxi, coûte aujourd'hui 2500 francs, voire 3000 francs. Déjà dans des conditions socio-économiques déplorables, les Quinois peinent à se déplacer. Une situation qui inquiète cette population qui, pour elle, les autorités provinciales en charge des transports devront faire leur travail. Bon, la population a souffrance. C'est une souffrance pour la population. Il est important que la population soit informée du prix fixe des transports par tronçon. On sait par exemple que d'ici Kingasani, rond-point Ngaba Victoire, le transport coûte autant. Mais aujourd'hui, c'est presque la jungle.
Chaque chauffeur fixe les transports à sa manière, alors qu'avant, nous savions tous le prix des transports fixé par l'hôtel de ville. Pour les chauffeurs, le désordre organisé par les autorités leur profite car, estiment-ils, les tracasseries et le prix du carburant qui flambent nuit et jour ne leur favorisent pas une bonne condition de travail. Depuis le départ d'André Kimbuta, l'ancien gouverneur de la ville, le prix des transports n'est pas encore réajusté, alors que le prix du carburant flambe, trop de taxes et tracasseries. Sous cette pression, nous augmentons à notre manière nous aussi le prix des transports, que l'autorité de la ville prenne en charge ses responsabilités et nous ferons le nôtre. Rappelons qu'il y a de cela près de 5 ans, depuis que le dernier arrêté fixant le prix de transport en commun dans la capitale n'a jamais été actualisé. Vous avez reconnu la voix de Edouard Funda. En sport, la Fédération congolaise de squash a, dans un communiqué, annoncé la non-participation des Léopards Squash à la première édition du championnat d'Afrique senior de la spécialité qui se tiendra du 4 au 11 novembre 2022 à Bulawayo au Zimbabwe suite au manque de décaissement des fonds de la part du gouvernement. Blessed Kuzola pour les détails. Communiqué rendu public mercredi 2 novembre dernier dans la soirée, la cellule de communication de la Fédération congolaise de squash informe la population congolaise en général et l'opinion sportive en particulier de l'annulation de la participation de Léopard Squash de la RDC à la première édition du championnat d'Afrique de la spécialité senior 2022 prévu du 4 au 11 novembre prochain dans la ville de Bulawayo au Zimbabwe. Les raisons évoquées pour cette annulation sont les manques de prise en charge de l'équipe nationale de squash par le gouvernement congolais et la difficulté d'obtenir des passeports pour les membres de la délégation afin de participer à cette grande messe continentale de squash. Il est à noter que le squash est un sport de raquette qui se joue sur un terrain de jeu entièrement entouré de murs ou éventuellement de parois entièrement vitrées pour permettre la présence des spectateurs lors des tournois internationaux. Il consiste à frapper une petite balle noire en caoutchouc de telle sorte que son adversaire ne puisse pas la reprendre. À durée égale, le squash est l'un des sports le plus dépensiers en calories. L'autre particularité de ces sports est que les deux joueurs partagent et défendent alternativement la même surface de jeu. Cette spécificité met parfois les deux joueurs en interférence. On dit qu'il y a alors une situation de let. Mesdames et messieurs, on va parler maintenant de l'actualité internationale. Au Zimbabwe, la saison 2022 de commercialisation du tabac s'est achevée le 21 octobre dernier sur une note positive. C'est là un communiqué publié par le Conseil de l'industrie et de la commercialisation du tabac, TIMB. Les ventes de la feuille ont généré 650 millions de dollars américains. Jojo Moulamba nous en dit plus. 650 millions de dollars américains, c'est la somme générée par le vent de la feuille du tabac au Zimbabwe. Ces montants en hausse de 10% par rapport à l'enveloppe de 689 millions de dollars américains engagée un an plus tôt malgré la quasi-stagnation du volume de livraison à 212 000 tonnes contre 211 100 tonnes en 2021. Cet embelli tient ainsi de l'amélioration du prix d'écoulement de la feuille. Le Conseil de l'industrie et de la commercialisation du tabac du Zimbabwe indique que le kilogramme du tabac s'échangeait en moyenne à 3,06 dollars américains à la date de clôture de vente contre un tarif de 2,78 dollars américains en vigueur au cours de la saison précédente. Globalement, il faut souligner que les ventes aux enchères ont généré 87% de recettes, soit 569 millions de dollars américains. Le reste de l'enveloppe provient de ventes contractuelles avec des entreprises de transformation ou des négociants. Pour rappel, le Zimbabwe est le premier producteur et exportateur de tabac en Afrique. L'Afrique dépend fortement des médicaments importés alors que sa nature offre d'innombrables solutions médicinales non brevetées. C'est dans ce cadre que s'est tenue du 2 au 4 novembre 2022 à Brazzaville la conférence régionale sur la protection et l'utilisation des inventions médicales africaines dans les États membres de l'Organisation africaine de protection intellectuelle. Et une fois de plus, Edouard Funda.
Selon un rapport de l'Agence française de développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, entre 1998 et 2018, les importations de produits pharmaceutiques du continent ont augmenté, passant de 4,2 milliards à 20 milliards de dollars. Cependant, l'Afrique possède des atouts naturels importants susceptibles de contribuer au développement de la pharmacopée locale et à la réduction des importations de médicaments. La protection et l'utilisation des inventions médicinales africaines s'imposent dans les États de l'Organisation africaine des protections intellectuelles. Sur le terrain, le savoir traditionnel est exploité et présenté par les chercheurs africains, souvent de manière informelle. L'Afripi, en collaboration avec l'OEAPI, tient depuis ce 2 novembre une conférence régionale sur la protection et l'utilisation des inventions médicinales africaines dans les États membres de l'Organisation africaine des protections intellectuelles. Objectif, explorer les défis liés à la valorisation des inventions ou innovations médicinales issues de la pharmacopée africaine. Cette conférence régionale qu'accueille la capitale congolaise jusqu'au 4 novembre vise à faire le point sur l'état d'avancement des stratégies mises en place en termes de recherche des approches des solutions appropriées pour la disponibilité et l'accessibilité des médicaments de qualité en Afrique. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les titres. Message du chef de l'État à la nation sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Les réactions ne cessent de fuser de partout. Vous avez suivi quelques-unes dans ce journal. 650 millions de dollars américains, c'est la hauteur des recettes générées par le commerce du tabac au Zimbabwe. La saison 2022 s'est bouclée avec une note positive. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.